Alors, le sous-titre qui nous est proposé cette année est simple et précis. Énergie éolienne, une énergie mature pour répondre aux défis d'aujourd'hui en France et en Europe. Les organisateurs ont donc bâti le programme autour de 4 grandes tables rondes qui vont nous permettre de détailler ces défis. On commencera tout de suite après les discours d'ouverture avec les défis de l'urgence. L'urgence avec cette double épée de Damoclès que nous avons au-dessus de la tête. D'une part, climat. Le rapport du GIEC, le 5e rapport du GIEC a été rendu public vendredi dernier, plutôt alarmant, enfin confirmant en tout cas la réalité de l'implication des activités humaines dans cette transition climatique en cours. Transition, le mot est faible. Changement, le mot est aussi faible. On va en discuter tout à l'heure avec un climatologue. Et puis deuxième épée de Damoclès, biodiversité, impact immédiat avec admirablement synchrone Jean-Michel Germa, WWF, qui viendra témoigner. Philippe Germa, pardon. Oh là, c'est un lapsus. Ça. Philippe Germa, merci. Qui viendra témoigner de cette seconde épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Défi de la réponse des citoyens par rapport à ces grands enjeux. Et puis ensuite, bien évidemment, défis énergétiques, défis économiques, défis industriels, défis sociaux, toute la chaîne des réponses que l'on peut apporter aux grands enjeux que nous aurons regardés dès ce matin. Et pour terminer, une 4e table ronde demain matin sur la parole d'État, sur ces engagements de la France de répondre aux 3x20, avec un petit plus pour la partie énergie renouvelable en ce qui nous concerne, le 23%, parole d'État. Oui ou non, on va y arriver. Que va-t-il se passer? On aura l'occasion déjà avec Anouk Mann d'aborder ce sujet dès ce matin. Alors Philippe Martin, c'est un secret pour personne, est ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Il n'a pas pu se libérer pour venir ouvrir ce colloque. L'actualité est assez chargée. Pour autant, Jean-Louis Bal, président du syndicat des énergies renouvelables, l'a interviewé. Et je vous propose que nous regardions la vidéo qui va vous permettre au ministre de vous exprimer ses souhaits, ses messages à l'ensemble des participants. Vidéo enregistrée bien évidemment spécifiquement pour ce colloque. Juste avant de la lancer, merci la petite faveur habituelle, courtoisie électronique. Merci de bien vouloir mettre vos portables sur vibreur. Merci pour vos voisins, merci pour les intervenants. Donc Philippe Martin, interviewé par Jean-Louis Bal. Monsieur le ministre, les contraintes de votre agenda ne vous ont pas permis d'être présent parmi nous pour ouvrir la 4e édition du colloque du syndicat des énergies renouvelables consacré à l'énergie éolienne et qui se tient cette année au Havre. Je vous remercie néanmoins d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je le regrette aussi, Monsieur le Président, parce que je sais que ce colloque est un colloque international important qui va se dérouler sur 2 jours au Havre et que des questions qui ont beaucoup d'importance pour mon ministère vont être évoquées. Je le regrette et j'adresse mes regrets bien sûr à tous les participants à cette édition du colloque. Je le regrette d'autant plus que, bien évidemment, le secteur de l'éolien est un secteur extrêmement important dans la période qui va s'ouvrir. Le président de la République a rappelé l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire que 23% de notre consommation finale d'énergie proviennent des énergies renouvelables à l'horizon de 2020. Et dans cette perspective-là, le secteur de l'éolien a bien sûr un rôle tout à fait considérable. Je connais les difficultés, votre président me les a exposées de cette filière, et notamment je connais l'une des raisons des baisses de raccordement qui ont pu tenir aux contraintes imposées en zone de développement et notamment à cette affaire de la limitation des 5 mâts. Nous avons aujourd'hui maintenant une loi qui a permis d'abaisser en quelque sorte ces contraintes ou de régler quelques-uns des problèmes. Nous avons aussi les états généraux de la modernisation du droit de l'environnement qui doit aller dans la simplification administrative. Vous le savez, le président de la République est très attaché à cette question de la simplification administrative. Et j'en fais moi-même un chantier important de mon ministère. Il y aura même d'ailleurs à mon cabinet une collaboratrice qui sera spécialement dédiée à la simplification administrative. Parce qu'il n'est pas possible que dans notre pays, nous ne puissions pas libérer les énergies du fait de contraintes administratives
certes importantes et parfois qui sont des transpositions du droit européen, mais qui ne doivent pas brider l'initiative qui est celle des opérateurs. Alors, s'agissant du tarif de rachat, bien évidemment, ce que nous souhaitons et ce que vous souhaitez, c'est une sécurité juridique, une sécurité du mécanisme de soutien. C'est à cela que nous travaillons, et je rappellerai que lors de la conférence environnementale qui vient de se tenir à Paris, le président de la République a redit qu'il souhaitait le développement des énergies renouvelables et que cela se fasse en concertation avec les différents acteurs et dans le droit fil du débat national de transition énergétique qui vient de s'achever. Alors l'éolien, c'est également donc l'éolien offshore, donc l'éolien maritime, qui était une filière qui a été lancée donc, avec 2 premiers appels d'offres pour un total de 3000 MW. Monsieur le ministre, quand est-ce que vous envisagez donc de lancer un 3e appel à projet? Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, et je le redis ici à tous les participants à ce colloque, le soutien de l'État s'est affiché au travers de ces 2 appels d'offres lancés pour 3000 MW et qui sont un engagement de l'État au soutien de la filière. Ce que je veux dire ici, c'est que d'ores et déjà, nous travaillons actuellement pour qu'en 2014, la filière offshore éolienne puisse s'engager dans de nouveaux volumes et de nouveaux projets. Et là encore, lors de la conférence environnementale du 20 et 21 septembre, le président de la République a été clair. Il nous a demandé de faire en sorte que le dispositif de soutien de l'État qui s'est manifesté par ces appels d'offres puisse se poursuivre. Alors vous le savez, ce n'est qu'à la fin du mois d'octobre que les industriels auront levé l'ensemble des risques liés au premier appel d'offres et ça nous permettra d'accélérer en quelque sorte. Je suis très confiant pour qu'après nous puissions poursuivre les projets et faire en sorte qu'un nouvel engagement donne, je vais dire, une respiration, une visibilité pour la filière. La filière éolienne est déjà bien plus qu'une promesse industrielle. Se déroulent aujourd'hui même à la Chambre de commerce et d'industrie du Havre les rencontres Windustry avec plus de 1000 rendez-vous d'affaires organisés. Le développement industriel de la filière va nécessiter donc un soutien à la recherche et au développement, à la formation et un soutien donc à l'investissement dans des unités de production. Comment est-ce que l'État envisage d'accompagner ce développement? Vous avez cité les 3 questions les plus importantes, celle du financement, celle de la recherche-développement et celle de la formation. Ce seront les 3 axes des années qui viennent. Aujourd'hui, le développement des projets éoliens se fait par la tarification, par les appels d'offres, par le tarif de rachat. Il y a d'autres modalités de soutien. Là encore, le président de la République a rappelé que la Banque publique d'investissement devait être la banque de la transition énergétique. Vous savez par ailleurs que la Caisse des dépôts a une vocation à être co-investisseur dans de très nombreux projets. Et puis, il a été annoncé lors de cette conférence environnementale la convocation d'une conférence bancaire de la transition énergétique parce que le financement de la transition énergétique, ce n'est pas simplement de la fiscalité ou un budget, c'est aussi la mobilisation de financements importants et nous devons réfléchir à des solutions innovantes. S'agissant de la recherche et développement, la mise en place de l'Institut d'excellence des énergies décarbonées, France Énergie Marine, permettra d'avoir une plateforme qui sera une plateforme de soutien à l'innovation. Et ça, c'est un élément tout à fait important. Et puis la formation, vous en avez parlé, ça va être le grand levier du succès des filières parce qu'il faut faire un lien entre emploi, formation et transition énergétique. C'était une des tables rondes de la conférence. Quel est l'impact sur l'emploi, sur la formation de la transition énergétique pour certains territoires, des impacts positifs, parfois des impacts négatifs. Et dans le cadre du comité stratégique des filières éco-industrie, il est clair que la filière éolien offshore bénéficiera d'une analyse tout à fait remarquable qui nous permettra d'avancer sur ces 3 points, je le redis, financement, recherche-développement, formation. La clé du succès est dans les réponses que nous apporterons à ces 3 questions. Monsieur le ministre, venons-en maintenant à la question qui préoccupe beaucoup de nos adhérents.
Lors de la conférence environnementale, le président de la République a annoncé donc que les modes de soutien aux énergies renouvelables électriques devraient être revisités pour être le plus efficace possible et pour engendrer des champions industriels. Pouvez-vous nous donner les principales pistes de réflexion que vous avez au ministère et nous préciser donc à quelles échéances on doit envisager ces évolutions? J'allais dire, même si la réponse fera sourire, probablement que toutes les pistes sont engagées, aucune n'est écartée. Mais ce qui est clair, c'est que nous aurons une réflexion approfondie avec tous les acteurs et notamment avec votre syndicat. Je pense qu'il sera tout à fait important que nous puissions apporter un soutien adapté, c'est-à-dire à la maturité de chaque énergie renouvelable. Et pour ça, nous voulons travailler un peu comme nous avons travaillé dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, c'est-à-dire que nous avons à réfléchir à la fois à notre système électrique et à nos systèmes d'énergie renouvelable, de le faire au niveau européen. Vous savez que ce qui manque véritablement aussi, c'est une politique de l'énergie européenne. Il y aura au Conseil européen du mois de mars prochain l'inscription à la demande de la France de cette question de la politique énergétique européenne parce qu'elle est importante. Et puis il y aura aussi une partie de la loi de transition énergétique qui concernera particulièrement les conditions de succès de la filière. Et je crois que c'est à ce moment-là que nous tracerons les voies. C'est pourquoi, et je le dis en terminant, j'adresse non seulement mon salut à tous les participants à votre colloque, mais je leur dis, et je vous le dis, Monsieur le Président, je suivrai avec beaucoup d'attention les réflexions qui seront menées au Havre pendant 2 jours, parce que ces réflexions vont nourrir le travail du gouvernement dans les mois qui viennent. Donc, pas mal de perches lancées pour les différentes tables rondes aujourd'hui, notamment concernant le nerf de la guerre, le financement de tout ça, le financement de la transition énergétique. Jean-Louis Bal était sous les ors de la République pour interviewer le ministre. Il est avec nous aujourd'hui dans un décor qui évoque beaucoup plus la réalité industrielle des choses, sans chichi, ça laisserait supposer qu'il y en avait sous les ors, ce qui n'est pas le cas. Non, une ambiance industrielle, une ambiance de travail. Jean-Louis Bal, président du syndicat des énergies renouvelables. Madame pas très stable, ça. Madame la représentante de la Commission européenne, chère Anne Houtman, Monsieur le maire, Monsieur le vice-président du Conseil régional, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les élus, et Mesdames, Messieurs, je vais être très, très bref dans cette petite introduction donc, à ce 4e colloque annuel éolien donc, porté par le syndicat des énergies renouvelables. Je préfère laisser la place aux spécialistes de l'éolien et en particulier donc, au président de la commission éolienne, Jean-Baptiste Séjourné. Je voudrais vous dire quelques mots du changement climatique d'abord. Donc le GIEC, le groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution des climats, vient la semaine dernière donc, de présenter son 5e rapport. S'il n'y a pas de constat nouveau sur l'importance de ce changement climatique, il y a par contre un renforcement considérable du niveau de certitude que l'on peut avoir sur ce changement climatique et sur la causalité, le lien de causalité donc, entre les activités humaines et ce changement. Les indicateurs sont vraiment dans le rouge. Nous sommes en état d'alerte et je pèse mes mots quand je dis cela. Le GIEC vient donc de confirmer l'urgence de l'action, tant les perspectives climatiques nous laissent présager de changements colossaux et peut-être irréversibles. Les atteintes à la biodiversité seront graves, les mouvements de population induits par la montée des eaux, par les bouleversements climatiques régionaux bousculeront donc les équilibres sociaux et démographiques. En face de cela, la crise économique que connaît l'Europe est profonde et l'industrie décline, générant une dérive inquiétante des indicateurs sociaux tels que le chômage, la précarité, etc. Le combat contre le changement climatique doit être mené dans un contexte difficile qui le rend peu audible, certes, mais pas moins nécessaire.
Ce combat doit même être considéré comme un des éléments de solution à la crise, tant les effets sur l'emploi, la balance commerciale, française comme européenne, et sur le pouvoir d'achat des citoyens, sur la compétitivité des entreprises, ces effets s'additionneront aux bénéfices environnementaux. Aussi, ces journées, organisées donc dans cette ville si dynamique qu'est Le Havre, fondent de grands motifs d'espoir. Les professionnels de l'éolien sont ravis de venir cette année en Haute-Normandie, dans cette ville du Havre, à l'avant-garde des problématiques du XXIe siècle. Le président de la République est venu, lui aussi, pas plus tard qu'hier, en terre normande, certes la basse Normandie, mais en terre normande néanmoins, pour évoquer l'avenir des filières des énergies marines, dont l'éolien en mer. Monsieur le maire, de votre côté, vous receviez récemment, donc la semaine dernière si je ne me trompe, Jacques Attali, qui avait mobilisé des dizaines d'experts de haut niveau pour évoquer l'économie positive, concept novateur qui vise à préserver l'homme et la planète. Et aujourd'hui, c'est la filière éolienne qui se réunit chez vous pour évoquer les défis auxquels nos sociétés sont confrontées. Le défi climatique que je viens d'évoquer, le défi citoyen, le défi économique, le défi industriel, donc qui sont les 4 grands thèmes de notre colloque. Sur chacune de ces problématiques, l'éolien apporte un élément de réponse pertinent. Oui, l'éolien permet de réduire nos émissions de gaz à effet de serre en substituant à la production d'électricité d'origine fossile, en se substituant donc à cette production d'énergie fossile partout en Europe. Oui, l'éolien est accepté, voire très bien accepté par les populations lorsque l'on permet à notre profession de travailler dans un cadre robuste, stable et lisible. Oui, l'éolien est une énergie mature, compétitive et créatrice d'emplois. Sur ce dernier aspect, ce ne sont pas les Havrais qui me contrediront. Et la journée portée par le témoignage de grands industriels en attestera, comme en témoigneront également donc, les rencontres d'affaires Windustry que nous organisons ce jour à la Chambre de commerce et d'industrie, que je remercie au passage chaleureusement. Jean-Baptiste Séjourné vous donnera le chiffre exact pour la participation, donc le nombre de rencontres d'affaires qui sont organisées aujourd'hui. Mais je crois que cette édition s'avérera être la meilleure du cru depuis donc le lancement de cette initiative en 2011. Et c'est là le symbole de la dynamique industrielle générée donc par les projets d'éolien en mer. Pourtant, malgré les qualités intrinsèques de nos énergies renouvelables, je dois malheureusement terminer cette courte introduction en vous rappelant, comme j'ai pu le faire récemment, que le rythme actuel de développement des énergies renouvelables en France, le rythme de développement en général des énergies renouvelables et de l'éolien en particulier, n'est pas suffisant pour atteindre les engagements nationaux et européens qui sont les nôtres. Au rythme actuel, si rien ne change, nous ne pourrons guère dépasser 17% d'énergie renouvelable dans notre consommation finale d'énergie en 2020, contre les 23% auxquels la France s'est engagée auprès de l'Union européenne. L'énergie éolienne, dans toutes ses composantes, est stratégique pour atteindre ces objectifs. Vous avez entendu les réponses du ministre Philippe Martin aux légitimes inquiétudes que se pose la profession. Si ces réponses se veulent rassurantes, j'aurais aimé, comme la plupart d'entre vous, qu'elles soient beaucoup plus concrètes et précises, notamment sur les questions essentielles de la notification du système de soutien aux énergies renouvelables auprès de la Commission européenne, la question du coût des raccordements au réseau, la question de la simplification du cadre réglementaire et la question du lancement du 3e appel à projet de l'éolien en mer, qui est une condition essentielle à la poursuite du développement industriel, et particulièrement ici dans cette région du Havre. Le syndicat continuera dans les prochains jours
à interpeller les pouvoirs publics sur ces sujets jusqu'à obtenir des réponses satisfaisantes. Et je pense que les débats de ces 2 journées permettront d'obtenir déjà beaucoup d'éclaircissements. Je termine donc là-dessus et je laisse la parole donc à Jean-Baptiste Séjourné, président de la commission éolienne du syndicat, qui va compléter mon propos. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un excellent colloque. Merci Jean-Louis d'avoir planté le décor. Bonjour à toutes et à tous. En tant que président de la commission éolienne du CER, je suis particulièrement heureux de vous accueillir pour ce colloque, ces 2 jours de colloque qui sont organisés au Havre. Et à cette occasion de se rassembler, la commission éolienne, c'est 200 entreprises tout au long de la chaîne de valeur de l'éolien, qui va depuis les fabricants de composants et d'éoliennes, avec des exploitants d'énergie ensuite, des bureaux d'études, des assureurs, des investisseurs, des conseils, et qui représentent des grands groupes, mais aussi des entreprises de taille intermédiaire et des PME. Donc c'est cette diversité, ce nombre qui font la légitimité de notre action et de nos propositions au niveau de la commission éolienne. Et c'est les propositions que nous pouvons formuler, et tout récemment les propositions que nous avons contribué à formaliser et qui ont été présentées par le président du syndicat des énergies renouvelables quelques jours avant la conférence environnementale. J'aurai l'occasion d'y revenir pour ce qui concerne l'éolien de demain matin. Alors la situation aujourd'hui, elle est simple. Jamais le développement de l'éolien n'a été aussi lent qu'il a été au premier semestre. Au premier semestre 2013, il n'y a eu que 200 mégawatts mis en service au niveau de l'éolien. 200 mégawatts sur un semestre, c'est 3 fois moins que ce qui se faisait en 2010, c'est 2 fois moins que ce qui s'est fait en 2011 et en 2012. Donc il y a un vrai problème et il y a une urgence à relancer le développement de l'éolien terrestre à hauteur de ce qui serait souhaitable d'avoir pour atteindre les objectifs que la France s'est fixés à travers la programmation pluriannuelle des investissements, la PPI, qui sont de l'ordre de 1400 MW, donc plutôt de 700 MW par semestre. Dans le domaine de l'offshore, il est aujourd'hui certain que les objectifs de cette PPI, qui étaient d'avoir 6000 MW mis en service, ne seront pas atteints dans le délai de 2020, malgré les actions qui ont été rappelées et qui ont été lancées par les pouvoirs publics et en dépit de tous les efforts, de tous les acteurs qui se sont mobilisés sur ces projets. Alors, les causes, elles sont bien connues. Il y a aujourd'hui des freins, des barrières, des incertitudes qui entravent le développement de la filière éolienne. La première, et sans doute la plus importante à très court terme, c'est l'incertitude sur l'avenir du tarif d'achat de l'éolien terrestre et, de manière corrélative, les difficultés qui existent déjà aujourd'hui de financement des projets, mais qui pourraient être amplifiées si une solution n'est pas trouvée à l'horizon de la fin de l'année. La deuxième, c'est la longueur et la lourdeur des procédures administratives, qui font que pour construire un parc éolien, il faut 2 fois plus de temps qu'en Allemagne. Donc nous sommes ravis d'avoir une nouvelle interlocutrice au cabinet du ministre, avec une conseillère chargée de la simplification administrative. Nous ne manquerons pas d'aller la rencontrer prochainement pour lui faire part de nos propositions, mais si on veut relancer la machine, il faut clairement s'attaquer à ce problème. Troisièmement, il y a le renchérissement des coûts de raccordement au réseau électrique, sujet sur lequel nous reviendrons plus en détail cet après-midi. Enfin, il y a des projets qui malheureusement ne voient pas le jour, mais qui sont en trop grand nombre à notre goût, et il faut regarder les raisons pour lesquelles ces projets sont bloqués, parfois définitivement. Pourquoi ? À cause de radars, de Météo France, de l'armée, de servitudes aéronautiques, de règles de balisage. Pourquoi n'arrive-t-on pas à débloquer plus de projets que nous sommes capables de le faire aujourd'hui? Alors, la réponse, elle doit être double. La réponse, elle doit être surtout et avant tout dans l'urgence.
Elle doit être avant tout dans une réaction immédiate, sans attendre de nouvelles lois ou de nouveaux règlements, mais en se mobilisant et en manageant la relance. Alors bien sûr, ça tient d'abord une condition nécessaire, c'est trouver la solution sur le tarif que j'évoquais précédemment, mais c'est aussi voir ce qui peut être fait de manière très pragmatique pour que des projets qui sont prêts à démarrer puissent avoir le coup de pouce nécessaire pour le faire. Nous reviendrons demain plus en détail sur ces propositions, mais l'enjeu économique, il est majeur. La filière économique de l'éolien, c'est aujourd'hui environ 10 000 emplois qui existent en France. Et le potentiel de l'éolien, qu'il soit terrestre ou offshore, c'est un potentiel de développement que le syndicat des énergies renouvelables a imaginé, a analysé jusqu'à 50 000 emplois supplémentaires. Donc le premier élément, ce sont des mesures d'urgence qui vont toucher le domaine de la sécurisation, mais également le domaine du déblocage des procédures, l'allègement de certaines charges de manière à minimiser les coûts de production. Alors par ailleurs, il y a un enjeu sur le moyen terme. Le ministre l'évoquait en disant « Nous allons travailler ensemble avec le syndicat des énergies renouvelables sur la mise en place de nouveaux modes de soutien à l'énergie éolienne. » Nous sommes évidemment totalement volontaires et nous serons acteurs mobilisés pour faire des propositions et travailler sur ce sujet. Simplement, je pense qu'il est important de séparer les deux horizons de temps et de bien insister sur le fait que nous ne pouvons pas attendre des mesures moyen terme, nous ne pouvons pas attendre la prochaine loi sur la transition énergétique pour voir redémarrer le développement, notamment dans l'éolien terrestre. Alors, l'énergie éolienne, Jean-Louis l'a rappelé, dispose de nombreux atouts qui la rendent tout à fait apte à relever tous les défis qui sont ceux de la transition énergétique et qui vont être le fil conducteur de notre colloque et des 4 tables rondes qui vont se dérouler aujourd'hui et demain. L'éolien terrestre, c'est une énergie qui est mature, c'est une énergie donc qui est en mesure d'apporter réponse à la fois aux enjeux environnementaux, citoyens, sociaux et économiques, et aussi industriels. En matière d'offshore, nous sommes aussi, notamment dans le domaine industriel, en voie de montrer que c'est possible. Très concrètement, le premier appel d'offres a permis de voir annoncer la création d'usines en France, que ce soit au Havre, que ce soit à Cherbourg, que ce soit à Saint-Nazaire. Et nous voyons encore ce matin des annonces complémentaires qui intéressent la ville du Havre, comme hier, dans d'autres filières, étaient évoqués des développements qui intéressaient Cherbourg. Donc, il y a une réalité à lever les entraves pour permettre le développement de ces activités, parce que si nous savons le faire, eh bien, le résultat sera au rendez-vous. Le pôle offshore de la Commission éolienne a travaillé sur une perspective 2030 en matière d'éolien offshore pour dire que la France a un potentiel important, 15 000 MW. Et ces 15 000 MW seraient susceptibles de générer la création jusque 30 000 emplois en France. Donc l'enjeu est majeur. Alors, les défis que la filière éolienne terrestre et offshore peut relever, c'est le défi environnemental, la lutte contre le changement climatique pour y apporter une contribution. C'est le défi citoyen. Il faut encore travailler, améliorer le bénéfice de l'image. Nous devons tous y travailler, acteurs professionnels, élus, pour optimiser les retombées économiques locales et faire en sorte que nos activités soient redistributrices sur les territoires, ce qui est vraiment important pour leur développement dans le long terme. Le défi énergétique et économique, il s'agit, avec le développement de cette filière, de réduire les importations énergétiques, de participer à la sécurité d'approvisionnement et à l'indépendance énergétique du pays et à l'équilibre de la balance commerciale. La filière éolienne, et notamment la filière éolienne terrestre, est mature, c'est-à-dire que, en dehors de l'hydroélectricité, c'est l'énergie renouvelable la plus compétitive et la moins coûteuse. C'est un atout important sur lequel il est aussi important de le faire savoir pour qu'elle soit préférentiellement aidée et soutenue dans les années à venir. Le défi industriel, je l'ai évoqué,
avec la capacité que nous avons de développer des activités industrielles et économiques sur les territoires. Alors, une illustration très concrète se déroule à la Chambre de commerce et industrie du Havre en ce moment, à travers les rencontres Windustry, initiative soutenue par l'État, portée par le syndicat des énergies renouvelables, et qui conduit très concrètement à permettre à 30 donneurs d'ordre de rencontrer plus de 80 fournisseurs potentiels et à travers 1300 rendez-vous d'affaires qui sont planifiés aujourd'hui et demain, de faciliter et de créer les conditions du développement d'activités futures. Voilà, vous comprendrez que si nous sommes écoutés, nous pensons très clairement que les conditions de rattraper le retard qu'évoquait Jean-Louis vis-à-vis de l'objectif de 23%, la filière éolienne pourra être une contributrice importante en la matière, puisque un quart de l'objectif lui est assigné. Les acteurs que nous sommes de la filière éolienne, réunis dans ce colloque, sont donc prêts à relever la totalité de ces défis, et je suis convaincu que nous allons le voir dès maintenant à travers les tables rondes qui vont démarrer. Merci. Alors, je disais qu'on se retrouvait aujourd'hui dans une ambiance industrielle, une ambiance de travail. Édouard Philippe est maire du Havre et député de Seine-Maritime. Je lui laisse la parole pour accueillir les professionnels de l'éolien dans cette ambiance de travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Mesdames les parlementaires, Mesdames et Messieurs, bienvenue, bienvenue au Havre, bienvenue dans une ville... Je suis désolé, j'ai un petit chat dans la gorge. Bienvenue dans une ville qui, pour certains d'entre vous, qui ne connaissaient pas encore parfaitement le Havre, doit conserver une image contrastée et nuancée. Ce matin, peut-être certains d'entre vous, quand ils sont partis tôt pour venir au Havre, se sont fait interroger par leur conjoint sur le terrain. Tu vas voir, hein? Je le sais. Bienvenue dans une ville industrielle et portuaire, et dans une ville qui est fière d'être industrielle et portuaire, qui l'a d'ailleurs toujours été et qui entend bien le rester pendant très longtemps. Bienvenue dans une ville classée au patrimoine mondial par l'UNESCO en 2005, pour la qualité de sa reconstruction, pour l'intérêt de son architecture, pour le caractère totalement emblématique de ce qu'a pu être la reconstruction de grands ensembles urbains après la Seconde Guerre mondiale. Bienvenue dans une ville touristique. Une ville qui a multiplié par 40 sa fréquentation touristique en 10 ans. Une ville qui a vu le nombre des croisières et des croisiéristes qui restent au Havre augmenter dans des proportions absolument considérables, avec le classement au patrimoine mondial et avec une offre touristique de qualité. Bienvenue dans la ville de la Renaissance. Quand on parle de Renaissance en France, quand on parle de François Ier, on imagine plus les châteaux de la Loire, c'est vrai. Mais la ville de la Renaissance, c'est le Havre, fondé en 1517 par François Ier pour ouvrir le royaume sur le Nouveau Monde qui venait d'être découvert et auquel le roi de France souhaitait prendre une part active à l'exploration et à l'utilisation des richesses nouvelles que l'on y découvrait. Ville de Renaissance au singulier, ville de Renaissance au pluriel, car ce qui fait la grande force, la grande richesse du Havre, c'est d'être un port, c'est d'être la porte d'entrée et la porte de sortie vers Paris. Et ce qui fait sa richesse a aussi fait sa malédiction. La ville a été détruite 3 fois et reconstruite autant de fois dans des formats différents, avec des ambitions toujours renouvelées d'être la grande place maritime portuaire française. Et aujourd'hui, bienvenue dans la capitale française des énergies renouvelables. Et là aussi, associer le Havre à l'idée des énergies renouvelables a quelque chose d'assez peu intuitif. Dans l'esprit collectif, le Havre, c'est plutôt une ville marquée par une réalité industrielle très 20e siècle, très pétrole, pétrochimie, automobile. En matière d'énergie, on voit les 2 grandes cheminées de la centrale EDF, on voit du charbon. On n'imagine pas spontanément le Havre comme la capitale des énergies renouvelables. Et pourtant, sur le territoire havrais, des initiatives nombreuses, variées, résultant de logiques publiques ou de logiques privées, se succèdent pour faire une place toujours plus grande aux énergies renouvelables. J'étais vendredi avec Gérard Mestralet
à l'inauguration, plus exactement à la pose de la première pierre d'une grande chaufferie à bois qui va alimenter un réseau de chaleur considérable sur le nord du Havre. Nous croyons aux énergies renouvelables. Et évidemment, nous y croyons d'autant plus que nous avons une carte à jouer très particulière s'agissant de l'éolien offshore. Le Havre a l'immense chance de voir se dessiner devant lui des perspectives remarquables s'agissant de l'emploi ou des emplois qui vont être créés par l'installation sur son territoire d'une filière industrielle nouvelle. Le Havre a la très grande chance de voir des perspectives passionnantes pour ses centres de recherche, pour son université, liées justement à l'essor de cette filière industrielle nouvelle. Ça ne nous est pas tombé tout cru, si j'ose dire, dans la gamelle. Pour attirer cette nouvelle filière éolienne offshore, il a fallu que le Havre se mobilise. Avant même le lancement du premier appel d'offres. Et je voudrais vous en dire un mot, car cela illustre bien comment on peut, non pas saisir la balle au bond, mais préparer, être prêt pour le moment où la balle va arriver. Avant même le lancement par le gouvernement du premier appel d'offres, la place havraise, sous l'impulsion du Havre Développement, qui est l'agence de développement économique qui réunit le port, la chambre de commerce, la communauté d'agglomération et la ville, avait mobilisé des acteurs industriels très éloignés de l'éolien offshore, a priori peu intéressés, en leur disant « les appels d'offres vont arriver, voilà ce que ça veut dire en termes de compétences, voilà ce que ça veut dire en termes d'investissement, vous devriez regarder ». Bref, il y a eu tout un travail préalable de mobilisation du tissu économique local qui nous a permis, je crois, de réagir dans d'excellentes conditions quand l'appel d'offres est arrivé et quand les grands opérateurs ont commencé à chercher sur place des sous-traitants ou des partenaires pour leur développement. On ne peut pas mentionner, s'agissant de ce combat pour la mobilisation du territoire, l'action de Daniel Fidelin, qui, à l'époque député de Seine-Maritime, s'est beaucoup mobilisé auprès du gouvernement pour faire en sorte que le territoire soit mobilisé et que les décisions prises puissent intervenir dans son intérêt. Dans son intérêt, pas à Daniel Fidelin, mais au territoire, bien entendu. Un mot aussi pour vous dire combien avant de devenir, il y a 3 ans, avant de devenir maire du Havre, je travaillais dans une grande entreprise qui produit des éoliennes et des centrales nucléaires qui se terminent par A. Et à l'époque, la patronne, c'était Anne Lauvergeon. Et je ne dirai pas quelle entreprise. Mais je me souviens très bien que quand j'ai été la voir pour lui dire que je devais démissionner de mes fonctions professionnelles pour devenir maire du Havre et m'y consacrer pleinement, je lui ai dit, mais d'ailleurs, un jour, peut-être qu'Areva choisira d'implanter ses usines de construction d'éoliennes quelque part, et ce jour-là, le Havre sera évidemment bien placé. Et sa réponse était intéressante. On était encore une fois bien avant le premier appel d'offres. Sa réponse a été intéressante. Elle a dit « Faites-nous envie. Faites-nous envie. » Et toute la logique avant le premier appel d'offres et ensuite après a été de faire envie et de convaincre les différents partenaires havrais qu'il y avait un coup à jouer extraordinaire et les différents partenaires industriels que ce coup à jouer, il fallait le jouer au Havre. Après le lancement de l'appel d'offres, là aussi les forces locales, et locales au sens large du terme, se sont mobilisées. Chambre de commerce, port, communauté d'agglomération, j'en ai parlé. Mais je souligne aussi la très bonne coopération qui s'est engagée avec le conseil régional. Je me souviens parfaitement de conversations au débeauté, ou plus exactement de conversations extrêmement précises, avec le président du conseil régional, Alain Leverne, dans lequel nous nous sommes dit le Havre a une carte à jouer et il ne faut pas passer à côté, il faut mobiliser des financements, il faut montrer un front uni. Je le dis parce que on n'est pas toujours d'accord avec le président en question, mais sur ce dossier-là, parce qu'il y avait un intérêt du territoire, nous avons réagi vite et nous avons su donner envie. Après le lancement, le Havre a continué avec d'autres acteurs à se mobiliser pour permettre l'implantation de la filière. Les travaux des différentes usines qui viendront s'installer sur le quai Johannes Couvert à partir de 2000 prochainement, eh bien ces travaux seront en partie financés, non pas les travaux de construction des usines, mais les travaux de libération des terrains réalisés par le port seront en partie financés par la ville et la communauté de l'agglomération havraise à hauteur de 8 millions d'euros. Ça n'est pas négligeable sur un investissement global portuaire de 63 millions d'euros. Les perspectives sont donc belles. Les perspectives sont belles, mais pour autant, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous devons, si nous voulons développer notamment l'éolien offshore, éviter un certain nombre de pièges. Alors, je ne vais pas rentrer dans le fond des pièges que nous devons éviter,
vous l'avez très bien fait, la question de la simplicité, la question d'un certain nombre de décisions qui doivent être prises si l'on veut amorcer un développement plus rapide de la filière. Je voudrais évoquer deux pièges qui ne sont jamais très loin et qu'il faut éviter. Le premier piège, c'est celui de l'incohérence. Pourquoi est-ce que la France, indépendamment des acteurs économiques, mais pourquoi la France et les autorités publiques se sont engagées dans un programme de développement des énergies renouvelables? Pour trois raisons. Chacune est importante, et on peut tous affecter un rang de priorité à une de ces raisons. Je ne le fais pas, mais chacune sont importantes. D'abord, la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Les énergies renouvelables présentent cet avantage considérable de nous permettre d'apporter un élément de réponse. Un élément de réponse, pas toute la réponse. On sait que c'est la sobriété en matière de consommation d'énergie qui est l'enjeu premier, mais néanmoins, le développement des énergies renouvelables et non carbonées est un élément de la réponse. Deuxième objectif, assurer ou maintenir une forme d'indépendance énergétique. Ne soyons pas naïfs, le monde de demain ne s'annonce pas forcément beaucoup plus calme que le monde d'hier. Assurer une partie de l'indépendance énergétique grâce au développement d'énergies localisées, c'est évidemment un enjeu très fort pour les autorités publiques. Troisième enjeu, un enjeu de politique industrielle. Là aussi, il ne peut pas être question de développer la politique de l'essor des énergies renouvelables si ça ne se traduit pas par une politique industrielle française dont les territoires français, les entreprises françaises, les Françaises et les Français, tous ceux qui travaillent en France, bénéficieraient. Et ces trois objectifs, ils sont clairs, ils sont simples à exprimer, mais il faut garantir que l'ensemble des décisions qui seront prises dans le cadre du programme public de développement des énergies renouvelables, et notamment de l'éolien offshore, s'inscriront bien dans ces trois logiques. Et c'est particulièrement vrai s'agissant de la politique industrielle. Il n'y aurait pas de sens à développer, en tout cas il y aurait moins de sens à développer une filière de l'éolien offshore si elle ne bénéficie pas avant tout à la localisation d'emplois industriels nouveaux en France. Nous n'avons pas vocation, me semble-t-il, à être les assembleurs de machines produites ailleurs. Ça peut arriver. Si c'est nécessaire, faisons-le. Mais nous avons vocation, me semble-t-il, à développer sur notre territoire, avec nos compétences, une vraie filière industrielle. Et il faut que le gouvernement et que l'ensemble des acteurs publics soient particulièrement attentifs à la localisation industrielle sur le territoire français de l'outil de production qui va se développer. Le deuxième grand piège, petit piège en tout cas, pour un élu local, c'est un grand piège, c'est l'opposition territoriale. Avant même le premier rappel d'offres, les premiers partenaires dont le Havre s'est rapproché, c'est Saint-Nazaire. Et les premières rencontres que nous avons eues avec des élus locaux, c'était les élus de Saint-Nazaire. Pourquoi? Parce que nous considérions que nous n'avions rien à gagner en opposant le site industriel de Saint-Nazaire et le site industriel du Havre. Et qu'au contraire, pour le développement de la filière et pour le développement de nos territoires, il valait beaucoup mieux se placer dans des logiques de partenariat. Ça a été nos premiers interlocuteurs sur le dossier. Et Daniel Fidin s'en souvient très bien. Nous avions rencontré au Havre, et plusieurs fois, le maire de Saint-Nazaire, avec lequel nous avons échangé et travaillé sur des complémentarités qui pourraient intervenir entre nos deux territoires. Deuxième exemple de coopération territoriale, pas forcément intuitive et pas forcément spontanée, celle qui se développe et qui prévaut avec le pôle de Fécamp. Un des champs à construire sera installé au large de Fécamp, et le port de Fécamp a vocation à profiter, à la fois en termes d'emploi et en termes d'activité, de cette installation du champ d'éolien. Et bien sûr, ce dossier, nous considérons que la complémentarité entre Fécamp et Le Havre est considérable, et nous nous engageons ensemble, au-delà de différences politiques qui sont clairement exprimées, mais qui passent après l'intérêt du territoire, nous envisageons ensemble le développement d'un certain nombre d'actions, comme par exemple le forum des métiers de l'éolien, qui est organisé conjointement par Fécamp et par Le Havre, qui se tiendra en février et qui se fait en bonne intelligence, et je tiens à le souligner, avec la députée présidente de la communauté de communes de Fécamp, Estelle Grelier. Ne pas rentrer dans les logiques stériles d'opposition territoriale et sur des sujets d'intérêt du territoire, sur des sujets d'intérêt commun absolument essentiels. C'est facile à dire, et vous ne verrez personne dire le contraire. Mais c'est difficile à faire, parce que les réflexes reviennent vite.
nous avons la prétention et nous avons l'ambition au Havre de ne jamais tomber dans ce travers. Pour conclure, mesdames et messieurs, un mot pour dire qu'au Havre, on aime l'industrie. On pourrait le dire de façon presque très... On n'a pas le choix. On aime l'industrie. Là aussi, vous ne trouverez pas beaucoup de maires vous disant « Nous, ici, on n'aime pas l'industrie, on n'en veut pas ». Au Havre, on aime l'industrie, on assume d'être une ville industrielle. Il y a sur l'agglomération havraise 17 sites Céveso de seuil haut. On aime l'industrie, et on aime l'industrie dans ses dimensions éventuellement problématiques ou dangereuses vis-à-vis des populations. Et non seulement on aime l'industrie, mais l'industrie se développe au Havre. Et ça, c'est une caractéristique de notre territoire. L'industrie pétrochimique, l'industrie chimique, l'industrie aéronautique, et demain l'industrie liée à la filière de l'éolienne offshore. On aime l'industrie, on est extrêmement heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette ville. Travaillez bien, cette salle est, vous l'avez dit, monsieur, je ne sais pas si elle est industrielle, en tout cas c'est une boîte noire. Je vous engage vivement, au minimum, sur le chemin de la mairie vers 19h où je serai heureux de vous accueillir pour un cocktail, je vous engage néanmoins à découvrir la ville, à ne pas rester complètement bloqué dans l'éolien offshore ici, à découvrir l'architecture de la ville, à découvrir les Havraises et les Havrais, et à repartir ce soir, ou plus exactement demain midi, avec une vision du Havre qui viendra rompre avec les quelques nuances ou les quelques images contrastées que j'évoquais au début de mon propos. Bienvenue. Merci, merci Monsieur le maire. Il est quand même un petit peu industriel, là. Enfin, on voit les tuyaux, quoi. Quand il y aura les questions de la salle tout à l'heure, on va mettre plus de lumière. Alors, rassurez-vous, on ne va pas rester sur le sujet de l'éolien offshore, puisque ce colloque parle autant de l'éolien terrestre que de l'éolien offshore. Nicolas Mayer-Rossignol est vice-président de la région Haute-Normandie, chargé de l'emploi, de l'économie des entreprises et de l'énergie. Je lui laisse la parole pour terminer cette ouverture du colloque. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission éolienne, Madame la députée Catherine Troilic, Monsieur le député maire du Havre, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour à tous. Je suis donc Nicolas Mayer-Rossignol, vice-président de la région, représentant le conseil régional aujourd'hui. Et avant de vous infliger un propos que j'espère le plus bref, le plus concret et utile possible pour répondre à votre attente exprimée tout à l'heure, Monsieur Jean-Louis Bal, je vais simplement faire un tout petit sondage qui représente une structure, entreprise, association, etc., qui n'est pas déjà en Haute-Normandie. C'est-à-dire qui n'est pas déjà en Haute-Normandie dans la salle. Je vous demande juste de lever le doigt. Oui, ça doit être à peu près moitié-moitié. Merci, ça me permettra de calibrer mon propos. Je vais faire écho à ce que vient de dire le député maire du Havre, en vous souhaitant la bienvenue, bien sûr, au Havre, et pour prolonger son invitation à vous promener dans la belle ville du Havre. Je vous invite à prendre le tramway du Havre, largement financé par le conseil régional, et à profiter de tous les équipements publics. Peut-être qu'un jour vous irez au stade du Havre, largement financé par le conseil régional. Et sans faire de plaisanterie inutile, je voulais simplement vous souhaiter la bienvenue dans l'ensemble de la région, car si cette ville du Havre est une ville d'énergie, et c'est la réalité, c'est toute la région Haute-Normandie, et s'il y a un seul message de mon propos à retenir, ce sera celui-là, c'est toute la région Haute-Normandie qui se veut, pour utiliser une formule, la première éco-région de France, en tout cas la première région des énergies en France. Oui, nous aimons l'industrie, et pas seulement au Havre, et oui, nous croyons à l'industrie durable sur ce territoire. Je le dis, je ne m'étendrai pas là-dessus, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et je crois que c'est important de passer ce message, qui est à la fois un message politique, symbolique, mais les symboles, ça compte en politique, et aussi un message concret, et j'en donnerai quelques exemples ensuite. On dit souvent, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Au conseil régional, on aime l'industrie, et on le prouve. Et on le prouve par la mise en place d'un certain nombre d'outils, financiers ou extra-financiers, qui sont là très concrètement, très utilement, je le crois, pour soutenir directement
à la fois bien sûr le développement des entreprises et au-delà des entreprises, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la formation, dans le domaine des énergies renouvelables en général et en particulier dans le domaine des éoliens dans la région, et puis plus largement pour tout simplement promouvoir le développement et le rayonnement, l'attractivité de notre région. La Haute-Normandie, c'est la première région en France en termes de PIB, en termes de production, en termes d'emploi, dans le domaine largement pris des énergies. C'est donc un atout stratégique pour l'ensemble du territoire. On parle beaucoup du Havre aujourd'hui et c'est normal. On a cité Fécamp, je salue Estelle Grelier qui vient d'arriver, la députée de Fécamp, de Seine-Maritime et en particulier présidente de cette communauté de communes. On pourrait parler de Dieppe, du port de Dieppe. Si vous allez au port de Dieppe, vous y verrez des pales d'éoliennes sur le port parce que ce port a choisi de se développer autour d'une activité de niche, ce port financé là aussi par le conseil régional à plus de 70%, pour pouvoir justement travailler sur des métiers qui sont particulièrement qualifiés, qui demandent une compétence spécifique, la manutention, la logistique, et je reviendrai tout à l'heure sur l'enjeu de la logistique, des éoliennes. On pourrait parler de Rouen, car effectivement, il nous faut développer des collaborations avec, par exemple, Saint-Nazaire. Mais si on me permet cette taquinerie, en tant que président de région, je serais très heureux que les premières des collaborations du Havre aillent avec Rouen, par exemple, dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce matin, lors de la conférence de presse pour la signature du partenariat entre un certain nombre d'acteurs économiques, notamment Areva, et une pépite régionale qui s'appelle Fauré-Lagadec, on a signalé l'importance du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche. On a des laboratoires d'excellence qui sont au Havre, qui sont à Rouen, qui sont ailleurs dans la région, en Île-de-France, tout le long de l'axe Seine. L'axe Seine, enjeu stratégique, non seulement pour la région Haute-Normandie évidemment, mais pour l'ensemble du territoire national. On a donc des atouts formidables dans ce territoire. Et le rôle du responsable public, au-delà effectivement des enjeux partisans, le rôle du responsable public que nous sommes à la région avec Alain Leverne, c'est de faire en sorte que ces atouts soient valorisés au maximum. Je voudrais vous prendre quelques exemples. Je ne vais pas vous faire l'article de l'ensemble des politiques régionales pour soutenir les énergies et l'éolien offshore en particulier, mais enfin, donner quand même quelques exemples très précis. 2009, décision avec les acteurs économiques de créer sur ce territoire une filière énergie Haute-Normandie. Structuration en filière, mutualisation, dialogue, échange des bonnes pratiques, soutien financier de la région accessoirement pour mener ces actions collectives. Et aujourd'hui, concrètement, on a des outils utiles pour l'ensemble des territoires. Deuxième exemple extrêmement concret, et en particulier pour les entreprises qui ne connaissent pas encore notre belle région, où vous pouvez constater d'ailleurs que, contrairement à ce qu'on peut croire, il fait toujours beau. L'appel à projet énergie, 150 millions d'euros d'argent frais de la région, parce que c'est un conseil régional qui a été bien géré et qui a pu disposer d'un certain nombre de marges de manœuvre, 150 millions d'euros pour soutenir le développement des entreprises, en particulier PME et entreprises de taille intermédiaire, dans la région, pour investir, pour exporter, pour acheter des machines, pour augmenter le niveau de qualification des savoir-faire des employés dans la région, et aussi pour faire venir des entreprises qui ne sont pas aujourd'hui dans la région, mais qui souhaitent venir investir ici, parce que c'est ici que cela se passe. On a accueilli récemment, pas les citer toutes, mais un certain nombre d'entreprises étrangères ou françaises, mais pas encore implantées dans la région, qui ont vu le potentiel économique, de qualité de vie également, touristique, de ce territoire dans son ensemble, et qui ont compris l'intérêt qu'il y avait à participer à cette belle aventure, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette naissance d'une nouvelle filière industrielle. J'ai parlé d'argent, 150 millions d'euros l'appel à projet, il faudrait parler surtout de formation. Un des gros atouts de notre territoire, c'est la qualité et les savoir-faire de nos salariés, des Hauts-Normands, qui, parce qu'on a cette tradition industrielle, on a parlé d'automobile, de pétrochimie, on pourrait parler d'aéronautique, il y a beaucoup de liens, de similarités techniques entre les enjeux aéronautiques et les enjeux de l'éolien, qui ont cette capacité à proposer des services et des savoir-faire utiles pour les grands donneurs d'ordre de notre région. Et c'est la raison pour laquelle nous avons à la région mis en place des dispositifs
là encore financiers, pour aider ces PME, faciliter et développer cette offre de formation pour se mettre au niveau non seulement national des grands donneurs d'ordre comme Areva, EDF, Alstom, GDF, mais également pour que notre région dans son ensemble, et singulièrement Le Havre, soit une plateforme pour l'export, qu'on sache en mer du Nord, au Royaume-Uni, au Danemark, aux Pays-Bas, que c'est ici, dans cette région, qu'il y a une plateforme de l'excellence française en matière d'énergie renouvelable et en particulier de l'éolien. Je vais vous donner un seul exemple que j'ai en tête qui est très précis. Nous venons d'obtenir par les ministères, les ministres de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la certification pour les lycées Descartes et Maupassant à Fécamp du label Campus des métiers et qualifications sur l'énergie et l'efficacité énergétique. Ça, c'est considérable parce que c'est la reconnaissance d'un travail que nous avons initié avec les acteurs locaux, avec bien entendu le rectorat et les ministères, pour avoir le bon niveau en termes de formation des personnels. Dans 2 jours, nous inaugurerons la route des énergies avec la filière énergie, porte ouverte des entreprises dans la région, dans les énergies traditionnelles, dans les énergies renouvelables, et tous les domaines d'ailleurs, et en particulier dans l'éolien, pour faire découvrir la réalité des métiers, parce que là aussi on a un vrai enjeu. Faire savoir qu'il y a des perspectives de carrière, qu'il y a des potentialités en termes de savoir-faire, de développement de ces carrières, de ces formations dans notre région. Et on sait tous qu'il y a beaucoup d'a priori sur ces sujets-là. Ça aussi, c'est le travail de la région. Recherche, je reprends vos 3 mots, Monsieur le Président, recherche, soutien, et c'est ce qu'a dit le ministre également, soutien aux entreprises et à l'innovation, et développement de l'offre de formation. Tout cela, nous pouvons le faire au niveau du Conseil régional, pas tout seul bien entendu, avec l'ensemble des acteurs, parce que nous disposons, certes modestement, mais de manière concrète et, j'oserais dire, sonnante et trébuchante, d'un certain nombre de marges de manœuvre. Et puis, je voudrais également rappeler, ce qui a été déjà dit, la nécessité, effectivement, on dit souvent chasser en meute, en tout cas de travailler en équipe avec l'ensemble des élus de toutes les collectivités. Si le maire du Havre me permet cette taquinerie, et il l'a dit lui-même, on a besoin de cette approche non partisane, je lui suggère de le dire également à ses collègues qui siègent avec moi au Conseil régional et qui, je dois le dire, le 24 juin dernier, ont voté contre l'octroi des subventions régionales pour le développement des implantations éoliennes sur le Havre. Bon, j'imagine qu'il faut mettre ça sur le compte d'un malentendu. En tout cas, je souhaite que pour le futur, puisque c'est le futur qui m'intéresse, eh bien, nous ayons effectivement cette approche commune. La région, la collectivité régionale, c'est le chef de file en matière de développement économique sur un territoire. Nous entendons exercer ce chef de file-là pleinement avec l'ensemble des acteurs et surtout pour le bien du développement, pour le développement de cette filière naissante qui est stratégique pour notre région. Je vais terminer par un message très simple, et là encore, s'il y a un message à retenir, c'est celui-là. Venez en Haute-Normandie. Comme le Havre, on peut avoir des a priori sur la qualité de vie, sur l'état du dynamisme économique d'un territoire. Voilà une région qui est extrêmement dynamique, qui a fait le choix, et depuis longtemps ça a été rappelé, de se placer comme un leader industriel, et en particulier un leader dans le domaine des énergies renouvelables. Et vous trouverez sur le chemin, à votre écoute, humblement, mais concrètement, avec beaucoup d'ambition, des acteurs publics, en particulier celui que je représente, pour vous aider localement, pour vous aider aussi nationalement, car il y a un certain nombre de sujets au niveau national qui ont été évoqués. D'un mot, le projet de ferme pilote WIN, qui n'a pas encore été évoqué tout à l'heure, c'est quand même l'occasion pour la France entière d'avoir les premières éoliennes en mer. Aujourd'hui, il n'y a pas d'éoliennes offshore sur le territoire français. L'occasion, elle est ici, au large des côtes aux Normandes. Nous sommes prêts avec vous à soutenir et à saisir cette opportunité. La question du tarif, ça a été évoqué, la question du soutien public à travers les appels à manifestation d'intérêt. La question, et ça je crois que c'est très important de le renforcer encore, de le souligner, la question de la sécurité, ou je parle plutôt de prédictabilité ou prédictibilité juridique. Par exemple sur les délais de recours, que dans les procédures d'appel d'offres, on soit au clair sur les délais de recours et qu'il n'y ait pas d'incertitude sur ces délais. La question du 3e appel d'offres, évidemment que la collectivité régionale soutiendra et poussera pour que ce 3e appel d'offres national puisse être développé
est lancé rapidement, dans de bonnes conditions juridiques, dans de bonnes conditions économiques, pour que ça profite pour notre objectif commun, qui est évidemment l'emploi sur notre territoire. Donc je m'adresse en particulier, les autres ne m'en voudront pas, à ces entreprises, ces dirigeants, ces acteurs, ces chercheurs, qui ne sont pas encore, qui connaissent peut-être pas suffisamment cette région. Venez la découvrir, vous serez surpris par la qualité des Hauts-Normands, par la qualité de leur savoir-faire et par le dynamisme de ce territoire, l'une des premières régions, première éco-région de France. Je vous remercie. Bon colloque. Merci Nicolas Maillère-Rossignol. Ah, vous oubliez votre dossier. Attention, il y a peut-être des secrets concernant le budget régional. Merci de nous avoir parlé du projet WIN. On reviendra dessus, bien évidemment. On reparlera de Velette-sur-Mer au cours de la journée.